Et on attaque maintenant sur les solutions informatiques. Ce chapitre il est divisé en 5 grandes parties. On va commencer avec un premier point sur une introduction aux solutions informatiques. Dans un deuxième point, on travaillera sur les solutions informatiques utilisées en l'état. Un troisième temps, les solutions informatiques créées ou développées. Un quatrième temps clôturera le chapitre avec un traitement comptable et fiscal des solutions informatiques. Et enfin, on fera un exemple pour illustrer tout ça. Allez, c'est parti. Alors attention, puisque sur ce chapitre, il y a une grosse mise à jour, un gros changement. On parle plus de logiciels et de sites internet, mais on parle de solutions informatiques. Et faites attention, donc tous les anciens cours deviennent obsolètes. D'ailleurs, moi-même, j'avais fait une vidéo qui est obsolète aujourd'hui, qui ne marche plus. Donc celle-ci vient annuler et remplacer l'ancienne. Et c'est le nouveau traitement qui est mis en place par le PCG 2025. Donc c'est parti sur ce chapitre qui concerne les solutions informatiques. On commence d'abord par définir ce que sont les solutions informatiques au sens du PCG et en comptabilité. Donc. Le PCG définit donc une solution informatique comme un ensemble organisé de fonctionnalités logicielles, ça va être des programmes, des codes, des paramétrages, aptes à satisfaire les besoins des utilisateurs en vue notamment de stocker, manipuler, transformer, produire, sécuriser des données, d'y accéder ou encore de les transmettre. Une solution informatique peut être un projet unique ou un ensemble de sous-projets. Alors là, on a une nouvelle définition qu'il faut apprendre par cœur, puisque si on vous demande de définir ce qu'est une solution informatique, eh bien ici, voilà la définition qu'il faudra présenter dans vos copies. Il faut comprendre aussi qu'une solution informatique, au-delà de ce qu'on vient de vous présenter dans la définition, eh bien, si elle amène des avantages économiques futurs au-delà d'un exercice, eh bien, devra être immobilisée. Puisqu'une solution informatique peut passer en charge, si elle apporte des avantages économiques futurs que ponctuellement, pendant 3 mois, ou elle peut apporter des avantages économiques futurs sur plusieurs années. J'ai un logiciel de facturation, ce logiciel, je l'ai pour plusieurs années, je l'ai acheté, donc j'ai la licence. Eh bien là, ça répondra bien à la définition d'une solution informatique à immobiliser en immobilisation incorporelle. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut garder en tête. Les solutions informatiques peuvent être créées ou achetées. Donc on comprendra que on pourra acheter un logiciel librement sur le marché, tel qu'un logiciel de comptabilité, j'achète Sage, et donc je n'ai rien fabriqué. Et là, c'est une solution informatique. C'est une solution informatique utilisée en l'état. Et inversement, je peux fabriquer une solution qui est vraiment personnalisée pour mon business et faire en sorte qu'il réponde à mes besoins propres. Eh bien là, on parlera d'une solution informatique produite partiellement ou intégralement par l'entité. C'est 2 cas de figure différents et nous distinguons ces 2 cas de figure en comptabilité. Ainsi, dans vos exercices, le jour de l'épreuve du DCG, il faudra faire attention à bien distinguer si on est sur une solution informatique utilisée en l'état ou si on est sur une solution informatique qui est produite partiellement ou intégralement par l'entité. Alors, on va étudier ces 2 cas et on va voir que dans chacun de ces cas, il y a plusieurs possibilités. Dans les solutions utilisées en l'état, c'est-à-dire des logiciels que l'on ne fabrique pas, ce n'est pas nous qui les fabriquons, on va distinguer plusieurs dispositions, plusieurs situations. Déjà, une première situation où il faudra comprendre que lorsque l'on va acheter une immobilisation, un matériel informatique par exemple, eh bien, dans ce matériel informatique, on aura un logiciel qui sera mis à disposition et qui sera intégré dans le prix. Et là, dans cette première situation, je parle typiquement du logiciel Microsoft Office, par exemple, ou de Windows, ou même d'autres logiciels. Eh bien, dans ce cas de figure, on va enregistrer, bien sûr, le soft ainsi que l'immobilisation ensemble dans un matériel informatique. On ne s'embête pas, puisque c'est un élément accessoire au matériel informatique et on l'intégrera dedans. Dans un deuxième cas, on a le logiciel qui est dissociable. C'est le logiciel dont on parlait tout à l'heure, tel que le logiciel de comptabilité. J'achète un logiciel Sage, c'est une formule globale, et j'achète le logiciel en tant que tel pour l'installer sur mon poste. Eh bien, ici, on pourra l'immobiliser puisqu'il va apporter des avantages économiques futurs dans le temps, sur plusieurs exercices.
Et ça sera donc un actif incorporel et on l'enregistrera pour son coût d'acquisition. Mais on a d'autres logiciels, tels qu'aujourd'hui les formules qu'on connaît, tels que PennyLane ou d'autres logiciels où vous avez une formule d'abonnement mensuel que vous payez. Donc le logiciel n'est pas à vous, mais vous avez une mise à disposition qui est effectuée via un contrat qui vous donne des droits d'accès. Donc vous achetez 3 licences, 4 licences. Et là, on est typiquement sur un élément qu'on ne pourra pas immobiliser, qu'on ne mettra pas en immobilisation, même s'il apporte des avantages économiques futurs, sur plusieurs exercices, puisqu'on est sur une formule qui n'est pas à nous, qui n'est pas propre à la société. Et donc là, on parle d'une charge et on inscrira en fait la charge justement que l'on paye chaque mois dans le compte de résultat en charge tout simplement et on ne s'embêtera pas. Donc, il faudra bien distinguer ces deux types de logiciels. Sachant que le deuxième type de logiciel, eh bien, il devient de plus en plus courant. C'est ce qu'on a de plus en plus aujourd'hui. Si vous êtes déjà en cabinet et que vous travaillez, eh bien, vous devez voir énormément de ces factures. Vous les passez en général en 604 sans difficulté ou autre si c'est par exemple pour du marketing ou autre chose et on le mettra dans le compte spécifique. Ça dépend de vos choix. Donc, on a bien compris qu'il y a deux situations. Le cas où j'achète le logiciel lui-même que j'installe et le cas où je vais avoir une mise à disposition du service. Et on passe donc aux solutions informatiques qui sont produites partiellement ou intégralement par l'entité. Et là, on est sur des solutions en fait où l'entreprise va fabriquer, va participer à cette fabrication et peut le produire pour ses besoins propres ou pour le revendre à des tiers ou un seul tiers. Donc, on distinguera deux situations qu'on va étudier juste après. Mais avant, on va rentrer dans la phase de fabrication de ce logiciel et on va distinguer les différentes phases. On va avoir une première phase qui va être la phase de recherche préalable. Cette première phase, ce sont des coûts qui vont être engagés à un moment où on fait de la recherche. On ne sait pas encore où est-ce que ça peut donner, où est-ce que ça peut nous amener, puisqu'on ne sait pas encore si le logiciel est faisable ou si la solution informatique est faisable ou réalisable. Les frais de recherche préalable sont obligatoirement comptabilisés en charge et ils ne pourront jamais être intégrés dans le coût de l'actif. La phase de développement et d'exploitation, ce sont des phases qui sont la mise en place de la fabrication définitive du projet. On sait à ce moment-là qu'on répond aux 6 conditions que nous impose le PCG. La première condition, c'est que la solution informatique a de sérieuses chances de réussite technique. Ça veut dire qu'on sait qu'on va pouvoir la finaliser et aboutir à un livrable. La deuxième condition, c'est que l'entreprise a l'intention d'achever la solution informatique. Elle souhaite fabriquer cet élément finalement pour réellement la produire, pas juste pour faire des tests. L'entreprise a la capacité d'utiliser ou de vendre la solution informatique. L'entité, elle est sur une fabrication d'un élément dont elle est capable de produire un produit vendable et exploitable. Vous avez des sociétés qui sont toutes petites des fois et qui n'ont pas la capacité de leurs prétentions. Ici, il faut répondre à cette condition. L'entreprise dispose des ressources appropriées pour achever le développement de la solution informatique. Souvent, c'est des heures de développement, c'est des coûts prévus. Il faut 10 000 heures de coûts développeurs pour finaliser le logiciel ou le site Internet. Il faut avoir ces ressources-là. L'entreprise a la capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses liées au développement de la solution informatique. On retrouve une règle qu'on a déjà vue plein de fois, puisque ici, il faut être capable d'évaluer de façon fiable les coûts de la fabrication. Ainsi, si on respecte ces 6 conditions, durant la phase de développement et d'exploitation, eh bien, on pourra immobiliser les coûts engagés en immobilisation incorporelle. On utilisera notamment le compte 205. Alors, durant cette phase, on est encore dans la phase de fabrication. Donc, avant d'utiliser le compte 205, on va utiliser, et je vous le montrerai juste après, le compte immobilisation en cours, qui est le compte 232. Immobilisation incorporelle en cours. Et on arrive sur la 3e étape, la phase après acquisition ou achèvement. L'immobilisation à ce moment-là a été mise en service. On a fini la phase de test, on a fini la phase de vérification, tout est OK. Et on livre définitivement la solution informatique. Après cette phase, on ne pourra plus incorporer dans le coût de l'actif les coûts qui pourraient être engendrés par la solution informatique. Ces coûts vont être obligatoirement inscrits en charge, donc c'est la phase après acquisition ou achèvement.
Et cette phase fait que tous les éléments passeront en charge automatiquement. On aura une exception. Si les dépenses permettent au site de générer des avantages économiques futurs supplémentaires, et si les dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l'actif de façon fiable, on ajoutera un nouvel actif. Mais on ne modifiera pas le prix initial, la valeur brute initiale de l'immobilisation. L'ensemble des coûts et des dépenses qui sont liés aux solutions informatiques sont considérés comme des éléments d'actifs qui sont amortissables. On n'a pas de durée d'amortissement qui est prévue, mais on estime qu'en principe, elle devrait être plutôt courte. J'attire votre attention sur une exception concernant l'amortissement du bien, un élément qui ne sera jamais amorti, ça sera le nom de domaine. Vous avez des noms de domaine qui peuvent coûter plus ou moins cher. Alors, on connaît les noms de domaine à 10 €, mais il y en a qui coûtent 2 000, 10 000, 15 000 €, même plus. Ces coûts ne peuvent pas être amortis, même s'ils sont intégrés au coût de l'immobilisation. En général, vous allez les inscrire dans la valeur de l'actif, en valeur brute. Cependant, ces coûts-là ne seront pas amortissables. Donc, s'il y a un nom de domaine qui a coûté 10 000 €, cette partie-là, ces 10 000 € ne seront pas dans la base amortissable. Il faudra faire attention. Pourquoi ? Ça s'assimile à une marque. Et on considère que ici, la durée de vie est illimitée. C'est pour ça que l'on ne procédera pas à l'amortissement du nom de domaine. Donc faites attention à ce piège qui peut vous être mis dans l'examen, puisque je vous rappelle aussi que les marques ne sont pas amortissables. Alors, approfondissons notre approche sur les coûts, et notamment les coûts qu'on va devoir inscrire à l'actif. Je vous ai fait un tableau que vous retrouvez dans votre cours, et dans ce tableau, en fait, je vous présente toutes les phases que vous pouvez rencontrer, si on fait une approche par phase, et si elles sont incluses dans le coût de production. Je vais vous rappeler juste un point qui est important, c'est que le PCG nous impose que les coûts qui vont être inscrits dans l'actif sont des coûts qui sont directement attribuables et engagés pour mettre la solution informatique en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. Ainsi, tous les coûts, toutes les opérations qui sont réalisées, que ce soit dans la phase de conceptuelle, la phase de production ou la phase après fabrication, après livraison, s'ils ne sont pas directement attribuables à la fabrication, ne peuvent pas être intégrés dans le coût de l'actif. Ça, c'est le premier point. On peut parler notamment des frais généraux, des frais administratifs, sauf si ce sont des coûts qui sont spécifiquement attribués au développement de la solution ou à sa mise en production. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il faudra être vigilant. Vous pouvez avoir des petits pièges qui peuvent être inclus dans vos exercices. Deuxièmement, dans un cas justement où on travaille sur une approche par phase, on distinguera donc la première phase dont on a parlé tout à l'heure, qui est la phase de recherche ou la phase conceptuelle. Et dedans, on va y retrouver l'étude préalable qui ne sera pas intégrée dans le coût de production, l'analyse fonctionnelle qui ne sera pas inclus dans le coût de production. On est encore dans une phase de recherche à ce moment-là. Tandis que l'analyse organique, quant à elle, pourra être intégrée dans le coût de production. Dans la phase de production, on retrouvera la programmation, les tests et essais qui seront inclus dans le coût de production aussi sans difficulté. Et enfin, la phase de mise à disposition, on inclura dans le coût de production la documentation technique. Cependant, on sera très vigilant, on en a déjà parlé, la formation des utilisateurs ne peut jamais être incorporée au coût de l'immobilisation. Je vous rappelle, on l'a déjà vu, on avait vu qu'il y avait 2 types de formations. On avait vu les formations des utilisateurs et les formations nécessaires à la mise en service du bien. Ce n'est pas la même chose. Donc ici, les formations d'utilisateurs sont toujours exclues, ne sont jamais incorporables et doivent passer en charge. Tandis que les formations nécessaires à la mise en service du bien, une formation pour mon développeur, c'est un exemple, une formation pour mon développeur qui doit apprendre un nouveau type de code pour fabriquer le logiciel qu'on doit livrer au client X, là, ça pourrait être incorporé. C'est pas la même chose. Donc attention, je vous renvoie sur la vidéo des formations quand on a travaillé sur les actifs, les IMO. Donc ça, c'est exclu. Et bien sûr, les suivis et maintenance aussi sont exclus, mais ça, on l'a déjà vu juste avant, puisqu'on a vu qu'on exclut tout élément du coût une fois que la solution informatique est mise en service. Allez, on se dirige sur l'enregistrement comptable des solutions informatiques
Donc là, lorsqu'on va être dans une phase de fabrication d'une solution informatique, on va enregistrer à chaque clôture les coûts engagés durant l'exercice. Et on va les enregistrer en 232 et en contrepartie, on utilisera le compte 721 production immobilisée. Ainsi, chaque clôture, nous estimons le montant que nous avons dédié à cette fabrication, à cette solution informatique, et nous le passons dans un compte de produit. Et grâce à cela, nous neutralisons les coûts. C'est-à-dire que sur le résultat, l'impact de la fabrication du logiciel est égal à 0, puisque les charges ont été passées, mais nous, en fin d'année, on les a activés en immobilisation en cours et on les a neutralisés. Ainsi, impact sur le résultat 0. Si durant la phase de fabrication, on constate qu'ici, il y a une baisse de la valeur, puisque le marché, il y a un événement externe, un indice externe qui fait que le marché fait que nos technologies que nous fabriquons, d'un coup, elle devient obsolète. Aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité avec l'IA, etc., que ça va très très vite. Eh bien, on procédera à l'enregistrement d'une dépréciation de cette immobilisation en cours, et c'est pour ça qu'on inscrira le montant de la dépréciation dans le 681 contre le 2932. Ainsi, chaque fin d'exercice, on peut avoir à constater des baisses de valeur ou même des reprises de valeur. On fait, comme d'habitude, le test de dépréciation et on confronte l'AVA à la VNC. Dans le cas où on constate l'échec de la fabrication de notre solution informatique, eh bien, on procédera à sa sortie du patrimoine. Ainsi, on va inscrire notamment le coût engagé en 232 cumulé, puisque ça se trouve, on l'a fait plusieurs années. Donc ici, on cumulera le 232 et on le passera en 657, le VC2IC. On va annuler finalement le projet et on va le sortir du patrimoine. Bien sûr, tout ça, c'est éventuellement. Enfin, à l'achèvement de la fabrication, lorsque tout est OK, on va activer l'immobilisation. On va activer la solution informatique dans le compte 205 pour le coût global. Attention, dans cette étape, en 232, on inscrira le cumul jusqu'ici que nous avons fait, le cumul des coûts que nous avons engagés durant les dernières années, si c'est plusieurs exercices. Et il y a en 721 toujours à activer les coûts de l'exercice en cours. Donc, si nous activons l'immobilisation le 30 août N+3, on activera les coûts qui vont du 1er janvier N+3 au 30 août N+3 via le 721. Ici, ce sont les coûts engagés de l'exercice en cours. Allez, maintenant, on passe à l'amortissement des solutions informatiques qui est très particulier, donc il faudra faire attention sur cet aspect-là. Le PCG nous dit « Les solutions informatiques acquises sont amorties à compter de leur date d'acquisition », donc celles qu'on a achetées. Dès qu'on on achète le bien, eh bien, on l'amortit, donc dès la date d'acquisition, et surtout pas la date de mise en service, comme d'habitude, c'est ce qu'on fait pour les autres immobilisations. Donc là, ils disent non, c'est à la date d'acquisition. Et enfin, un deuxième point, c'est les solutions informatiques qui sont créées, cette fois, elles sont amorties à compter de leur date d'achèvement. Ça veut dire qu'à chaque fois une solution informatique, on devra amortir à la date d'achèvement de la production du bien. Cependant, il y a une position fiscale, puisque l'administration fiscale va admettre la déduction immédiate du coût de la solution informatique créée, exclusivement, seulement la créée, pas les acquises, même si elle n'est pas achevée. Et là, du coup, on aura deux positions qu'il faudra maîtriser. La première, c'est l'amortissement qui commencerait à l'achèvement de la fabrication de la solution informatique. La deuxième, qui est donc la déduction immédiate des coûts dès sa fabrication. Pour illustrer la déduction immédiate, je vais vous présenter sous forme de tableau l'impact sur les amortissements du bien du début jusqu'à la fin de son plan d'amortissement. Dans notre cas, on fabrique une solution informatique sur 3 ans. En N, on engage 20 000 €, en N+1, 30 000 et en N+2, 50 000. Soit un total de 100 000 € de coûts engagés. On va considérer qu'on a achevé l'immobilisation en N+2 à la moitié de l'année, soit le 1er juillet. Focalisons-nous sur d'abord l'année N. En N, nous avons donc engagé 20 000 €, passé en 721 les 20 000 € pour les activer en IMO en cours, et
aucun amortissement comptable n'est réalisé puisque la solution informatique n'est pas achevée. Cependant, la position fiscale nous permet de déduire immédiatement le coût engagé de la solution informatique. Donc, on pourra ainsi passer en amortissement fiscal 20 000 €. Je vous rappelle que ce n'est pas l'amortissement fiscal que l'on passe, mais c'est un plafond. Hein. Donc, l'amortissement fiscal est un plafond. Et donc, on a le droit d'aller jusqu'à 20 000 € vu que l'amortissement comptable est à 0. Ainsi, on aura un amortissement dérogatoire, qui est la conséquence de cet amortissement fiscal, de 20 000 €. Et donc, vous voyez que ici, la position fiscale a un impact dans la comptabilité. C'est-à-dire qu'on va faire une inscription en 687, ce qui va impacter le résultat comptable de l'entreprise. En année N+1, on va avoir engagé 30 000 € et, comme tout à l'heure, on va avoir un amortissement fiscal avec un plafond de 30 000 € à hauteur des coûts engagés. Ainsi, je pourrais inscrire en amortissement dérogatoire 30 000 €, puisque ici, on est dans la déduction immédiate. En N+2, on achève l'immobilisation le 1er juillet. J'ai donc engagé 50 000 € le 1er juillet et mon amortissement comptable va commencer. La base amortissable sera le cumul des coûts engagés, soit 100 000 €. Et j'ai donc un amortissement fiscal qui sera pour cette année N+2, donc la première année de l'amortissement du bien, de 12 500 qui correspond à 100 000 fois un quart fois un demi, fois 6/12 si vous préférez. Ainsi, on a 12 500 € d'amortissement comptable, un amortissement fiscal qui est toujours possible puisqu'on a le droit de déduire immédiatement les coûts engagés, même si c'est en cours d'année jusqu'au 1er juillet, eh bien, on a 50 000 de plafond. Ainsi, l'amortissement dérogatoire sera égal à la différence entre 50 000, qui est le plafond fiscal, et 12 500, qui est l'amortissement comptable, qui est réellement passé. Je vous rappelle que les amortissements comptables sont passés en comptabilité en 681 et 2805. Ainsi, l'amortissement dérogatoire est égal à la différence entre l'amortissement fiscal, le plafond, et l'amortissement comptable, soit 32 500 € à passer en dotation aux amortissements dérogatoires. En N+3, rebelote, cette fois, il n'y a plus de coûts engagés, on a plus de coûts qui sont engagés puisque l'IMO est mise en service et elle est achevée notamment, puisque c'est la date d'achèvement qui compte. Eh bien, là, on aura un amortissement comptable sur l'année complète et on aura bien 25 000 €. L'amortissement fiscal, quant à lui, est à 0 € et l'amortissement dérogatoire est donc ici à 25 000 €, puisque on a un plafond fiscal qui est égal à 0, mais on a passé un amortissement comptable de 25 000 €. Ainsi, on aura à effectuer une reprise dérogatoire de 25 000 € puisque le plafond est à 0. La même chose pour N+4 puisqu'on passera en comptabilité 25 000 € obligatoirement. Le plafond fiscal sera égal à 0 et on aura donc un amortissement dérogatoire qui sera une reprise du montant passé en comptabilité. Ainsi de suite, on continue avec l'année N+5 et N+6, on aura aussi une reprise de 25 000 et de 12 500 € puisqu'on récupère à chaque fois en fait l'amortissement comptable passé. Alors, une petite remarque, si vous faites attention et que vous cumulez la colonne des amortissements dérogatoires, vous remarquerez que vous arrivez à 0. C'est tout à fait normal, puisque ici, l'objectif du législateur, c'est de proposer finalement un décalage dans la déductibilité des solutions informatiques. Son objectif, c'est de laisser quand même en immobilisation pour représenter au mieux la réalité économique de l'entité dans le bilan. Donc, on aura toujours l'inscription dans le bilan de 100 000 € en 205. Cependant, on va juste décaler le rythme d'amortissement pour aider, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, justement les entreprises à développer leurs solutions informatiques ou des solutions informatiques. J'aimerais juste attirer votre attention sur une question qui revient assez souvent, c'est l'année N+2. Sur l'année N+2, on me dit, est-ce que je peux faire la différence ou est-ce que je dois passer quand même une dotation de 50 000 € et une reprise de 12 500 ? Eh bien, les deux solutions sont acceptées et vous remarquerez que déjà dans certains corrigés, c'est déjà affiché. On vous affiche les deux qui sont acceptés puisque les deux solutions sont possibles, que de passer soit une dotation de 37 500 ou de passer une dotation de 50 000 et une reprise de 12 500. Les deux sont acceptés et valideront vos points. Jetons un œil à l'enregistrement comptable des amortissements. Donc, une première étape, à l'activation, on procède donc à l'amortissement dérogatoire des coûts qui sont engagés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc l'année N, N+1, N+2. On engage donc ces coûts et on va les amortir via un amortissement dérogatoire avec le 687,25 qu'on débite pour les coûts engagés et le 147,5 qu'on crédite
pour les coûts engagés. On reproduira cette écriture autant de fois qu'il y a de coûts engagés. Tant que le projet n'est pas achevé, eh bien, on aura une activation qui sera réalisée des coûts. On amortira normalement le bien sur la durée d'utilisation prévue. Et ça, c'est l'amortissement comptable qu'on réalisera à chaque fin d'exercice pour le montant calculé classiquement. Par contre, cet amortissement, il ne commence qu'à la date d'achèvement, pas avant. Il ne peut pas être fait avant l'achèvement. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une fois que la solution informatique est activée, on va procéder notamment à la reprise des amortissements comptables ou à la différence pour la première année entre la dotation à l'amortissement fiscal et la dotation à l'amortissement comptable. Alors je dis dotation alors que je devrais plutôt dire le montant, parce que c'est le plafond. Et donc c'est après qu'on fait une dotation aux amortissements dérogatoires ou une reprise. Illustrons le traitement que nous venons d'apprendre. On vous dit donc que le logiciel a été mis en service le 1er juillet N. Les dépenses ont été les suivantes. Une liste de dépenses qu'il faudra activer ou non. Et enfin, on vous rajoute des renseignements complémentaires. La durée d'utilisation du logiciel est fixée à 5 ans. L'entreprise souhaite bénéficier de la déduction immédiate. Et on souhaite immobiliser le maximum de frais. Et on commence par déterminer son coût d'acquisition. Donc ici, l'analyse fonctionnelle ne sera pas activée. Les 2 000 €, on ne les activera pas. Tandis que l'analyse organique, on pourra l'activer pour 3 000 €. Les frais de programmation aussi, les tests et jeux d'essai 1 500 aussi, la documentation technique aussi. Et attention, à la fin, je vous ai mis les formations pour les utilisateurs et les formations pour la mise en service. Donc, les formations pour les utilisateurs, on l'a dit, attention, ce n'est pas activable. On ne pourra jamais l'intégrer au coût. Par contre, la formation pour la mise en service qui est nécessaire à la mise en service du bien, eh bien là, on pourra l'intégrer au coût, ce qui fait 10 000 € de coût global pour le logiciel exact. Ainsi, on commence par l'activation du logiciel le 1er juillet à la date d'achèvement ou de mise en service qui est commune. Donc ici, pour 10 000 €, on inscrit en 205 10 000 € et en 721 la production immobilisée. L'entreprise souhaitant bénéficier de la déduction immédiate, on procédera à l'enregistrement immédiat des coûts engagés durant l'exercice N en amortissement dérogatoire. On enregistrera cela en 687,25 pour 10 000 € et en 145 pour 10 000 €. Ainsi, on passe en charge finalement l'intégralité du coût engagé. Suivra donc un amortissement comptable qui est à réaliser obligatoirement du logiciel vu qu'il est achevé en cours d'année, soit le 1er juillet. On aura donc à amortir comptablement ici 10 000 € fois 1/5, puisque c'était la durée d'utilisation qui vous était donnée dans l'énoncé, multiplié par 6/12, puisqu'on a activé l'IMO ou achevé l'IMO le 1er juillet, donc 6 mois. Ainsi, on a un amortissement comptable à réaliser de 1 000 €. Enfin, il faudra reprendre l'amortissement comptable qui a été fait juste après et faire une reprise de l'amortissement dérogatoire pour 1 000 €, puisqu'on a passé un amortissement comptable de 1 000 €. Donc, on devra reprendre l'amortissement comptable pour 1 000 €. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on ne pouvait pas faire une dotation tout simplement de 9 000 €? Eh bien oui, au lieu de se faire une dotation puis une reprise, eh bien là, on aurait pu faire une simple dotation de 9 000 € au lieu de faire une dotation de 1 000 puis une reprise de 1 000. Donc c'est tout à fait possible et vous avez tout à fait le droit de faire cela si vous le souhaitez. Le corrigé intègre cette notion. Si on s'interroge sur l'année N+1, eh bien, on aura aussi à réaliser la dotation comptable de la solution informatique pour le montant de l'amortissement qui sera égal à 10 000 fois 1/5, soit 2 000 €. Et immédiatement après, vous aurez à effectuer la reprise dérogatoire pour 2 000 €, puisque ici, nous devons reprendre obligatoirement chaque année l'amortissement. Si on synthétise un peu le traitement de cet exemple, on a engagé donc en N 10 000 € et on a une base amortissable de 10 000 € puisque c'est achevé en 1er juillet N. On devra passer un amortissement, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, de 1 000 €, un amortissement comptable, et on aura donc un amortissement fiscal puisqu'on bénéficie de la déduction immédiate de 10 000 €. Ainsi, je ferai un amortissement dérogatoire, une dotation dérogatoire de 9 000 €. Si je regarde les années suivantes, eh bien, j'ai des amortissements comptables qui sont à réaliser de 2 000 € en N+1, en N+2, en N+3, en N+4. Ça sera pour 2 000 €. L'amortissement fiscal, quant à lui, il est à 0 puisqu'on a le droit de déduire que quand on a des coûts engagés. Et on aura un amortissement dérogatoire qui sera égal finalement à la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable. On devra plafonner à 0 puisque finalement, je n'ai pas
ici la possibilité de déduire fiscalement. Donc, reprise en N+1 de 2000, en N+2 de 2000, reprise en N+3 de 2000, reprise en N+4 de 2000, et enfin en N+5, c'est une année tronquée, on aura une reprise de 1 000 €. Ainsi, la colonne amortissement dérogatoire, quand on compare, eh bien, fait 0, puisque tout est soldé au bout du compte, hein, c'est-à-dire qu'on a juste décalé la déductibilité, entre guillemets. Et on voit qu'on a amorti comptablement, par contre, 10 000 € sans difficulté. Voilà ce qu'il y avait à maîtriser pour la déduction immédiate. Il n'y a pas de grosses difficultés, mais il faut avoir les idées claires. Dans ce chapitre, vous avez en fait une position fiscale qui s'inscrit dans la comptabilité et c'est là où il faudra être vigilant.